Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers auditeurs pour ce sixième épisode de Je suis nul en histoire et je me soigne. Et aujourd'hui, on va revenir un siècle en arrière, on va parler des révolutions russes et essayer de comprendre comment cet événement marquant de l'histoire a façonné l'URSS et la Russie d'aujourd'hui. Comment cet événement est resté dans les mémoires, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des morts, est-ce qu'il y a eu des choses un peu difficiles, comment ça a marqué les idéologies de l'époque. Et aujourd'hui, je suis avec Régine. Régine, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec toi pour évoquer cette partie très trouble de l'histoire de la Russie, qui, à mon avis, s'étale sur près d'un siècle. Ouais, facilement, je pense. Donc, on va essayer d'éclairer tout ça. Moi, je me souviens des révolutions russes parce que j'ai vu ça au collège, au lycée, je ne sais plus très bien. Et en fait, déjà, j'aimerais bien comprendre un petit peu le contexte de tout ça. Et donc, quand on en a discuté, tu me dis, mais il faut remonter au tsarisme, à tout ce qui s'est passé avant. Alors, est-ce que tu peux nous parler du contexte politique de la Russie avant les révolutions de 1917? Mais écoute, oui, c'est mon projet. Je pense qu'il faut remonter à 1825 avec la fameuse histoire des décembristes, qui, à mon avis, ce sont déjà les racines de la révolution russe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voulais te dire que ça pourrait commencer comme un conte de fées, si tu veux. Le bon tsar Paul Ier avait 3 fils, Alexandre, Constantin et Nicolas. Mais le conte de fées s'arrête là. Alexandre monte sur le trône et décède sans héritier. Il est décédé en 1825. Constantin, son frère aîné, refuse le trône et c'est donc le cadet Nicolas qui monte sur le trône. Il restera jusqu'en 1855. D'accord. Nicolas Ier, on est d'accord. Saint Nicolas Ier. Après, écoute, ils s'appellent tous Nicolas et Alexandre, donc on ne peut plus se tromper, sauf sur les C'est chiffres. facile. C'est Voilà. facile. Nicolas Ier donc, devient tsar en 1825. Cependant, on pense que dès 1824, il y a eu de l'agitation, avec formation de sociétés secrètes au sein de l'aristocratie. Donc cette première révolution va se faire non par le peuple, mais par l'aristocratie et les hauts, les officiers de haut rang. D'accord. Et qu'est-ce qu'il voulait en fait exactement par cette révolution, enfin ce mouvement? Alors, il fomente un coup d'État. Il voudrait une république démocratique et l'émancipation des serfs. Ok. Donc déjà, on retrouve des ambitions démocratiques. Voilà, Il y a de cela 2 siècles. voilà. Mais c'est Ok. pas, si tu veux, c'est pas le peuple. Hein. Pour l'instant, ce sont Hmm. ces officiers et ces aristocrates. Il y avait des princes, il y avait des gens qui avaient des hautes fonctions auprès du tsar. Mais ils ont tenté ce coup d'État qui a été assez mal préparé. Ah, est-ce que ça a échoué du coup? Ça a échoué. Donc, en décembre 1825, et je crois que c'était le 14 décembre 1825, Pour mon euh, anniversaire, incroyable. voilà, il y a une insurrection devant le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Donc, il y avait ces officiers à cheval, tous ces hauts dignitaires, et là, le peuple s'est mêlé à la foule devant le palais d'hiver. Et Nicolas Ier fait donner le canon. Donc, il y a de nombreux morts, le coup d'État échoue, et évidemment, il y a 5 condamnations à mort, une centaine de déportés en Sibérie. Ils étaient déportés, certains étaient déportés à vie, d'autres étaient déportés pour 20 ans, mais avec relégation, donc interdiction de revenir en Russie, et leurs enfants seraient considérés comme des serfs. Je rebondis par rapport à ça parce que c'est hyper intéressant. Là, tu nous parles d'un épisode qui est vieux de 200 ans, mais pourtant, on croirait voir l'actualité avec la répression des journalistes, la répression de ceux qui contestent le pouvoir. Tout à Voilà, fait, donc on tout peut à fait. dire que la démocratie en Russie, ça s'est toujours terminé dans le sang d'une façon ou d'une Exact. autre. Alors, je voudrais dire, puisqu'on en est au début, que j'aime pas, je n'aime pas entendre dire que le peuple russe est un peuple d'esclaves. En fait, ils n'ont jamais eu le choix.
Chaque fois qu'il y a eu des manifestations, ça a été réprimé dans le sang et ça continue. Tu vois. Ils ont essayé de se révolter et ça n'a jamais marché. On peut dire que c'est la naissance d'une tradition révolutionnaire. Tu vois que ça remonte loin, mais ce sont les racines, à mon avis, des révolutions. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça arrive finalement 40 ans après la Révolution française, dans une Voilà. période où les gens demandent la démocratie, la République, c'est très à la mode. Mais bon, donc là, ça passe pas. OK? Et donc, du coup, Nicolas reste sur le trône et on continue avec le tsarisme. Voilà. Et donc, après Nicolas, c'est Alexandre II qui monte sur le trône en 1855. Alors, Alexandre II, on peut dire, ouvrant des guillemets, c'était plutôt un démocrate. C'est lui qui a essayé de faire l'émancipation des moujiks, des paysans, tu vois, et libérer les serfs, mais dans des conditions très floues. L'idée était bonne, mais la mise en place a été très, très compliquée. Et finalement, ces pauvres serfs, ils se sont retrouvés sous la coupe des maires et des communes. Donc, finalement, l'émancipation ne s'est pas vraiment faite. Et donc, les paysans se sentent spoliés et on dit que c'est un des facteurs décisifs de la révolution de 1917. OK, donc Donc, déjà à l'époque. voilà. Hein, donc, tu vois, Alexandre II a fait des tentatives, ça partait d'un bon sentiment, mais bon, les résultats ont été très mitigés. 1881, c'est Alexandre III. Donc, on était au 2, on passe au 3. Alors là, c'est un retour en arrière. La période des troubles. Des idées marxistes commencent à se répandre. Donc, tu as entendu parler de Karl Marx, qui a écrit Le Capital. Plein 19e Karl Marx, donc Voilà. voilà, ça commence à faire son chemin. Lui, il incite à la grève générale pour permettre à la classe ouvrière de conquérir l'État, la dictature du prolétariat. Et donc, ces idées commencent à se répandre. Surtout, ces idées marxistes se répandent dans la classe ouvrière, ce qui provoque des grèves. Donc Grèves, là, on est en quelle année, excuse-moi? Juste que je me replace. 1881, 80, ça a duré jusqu'en 1894. Bon, Après, fin 19e, quoi. Fin voilà. 19e, donc le peuple commence à avoir envie de renverser le grand capital. Et donc, Voilà. première grève, voilà. Alors, Ouvrière, agitation dans les universités et suppression des décisions prises par Alexandre II. Donc, on d'accord. revient en arrière. La presse est muselée, les Juifs maltraités, l'apparition des pogroms. Donc, c'est un peu une deuxième tentative, on peut dire, d'instaurer un semblant de démocratie ou de droit du peuple. En fait, je pense que certains auraient aimé avoir une monarchie constitutionnelle, un peu comme avec Louis XVI, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'à nouveau, il y a eu la répression des grévistes. Comment les grèves se sont terminées, en fait? Ah ben, elles ne se sont pas vraiment terminées. En fait, les troubles ont continué jusqu'à la mort d'Alexandre III en 1894. 1894, c'est l'avènement de Nicolas II, donc il sera le dernier tsar de Russie. Je te tire un petit portrait de Nicolas II. Donc, lui aussi, si tu veux, son portrait ressemble un peu au portrait de Louis XVI. Velléitaire, assez mou et en même temps entêté. Quand il a pris une décision, il refuse de retourner en arrière. Il est dominé par sa femme, qui était allemande, Alexandra. Il a 4 filles et un fils qui sera le tsarevitch. Malheureusement, cet enfant est malade, il est hémophile. Et je te parle de cette hémophilie parce que voilà qu'on va apparaître Raspoutine. Alors, avant d'être le héros d'une chanson disco, voilà, c'est quelqu'un de. Alors, qui était-il et quel rôle a-t-il joué? Alors, Raspoutine, c'était un gros paysan venu du fin fond de la Sibérie, illettré, rustre, coureur de jupons, grossier et soi-disant médium, tu vois, il imposait les mains. Alors, n'empêche, je me permets, parce que là, on évoque un portrait un peu négatif de lui. Il avait une giga barbe, super stylée. Oui, Je suis en grande train que de la regarder. tienne, c'est-à-dire. Plus grande que la mienne, c'est ouf. Et cracra, crasseux comme c'est pas possible, des puées. C'est vrai que Et sur la néanmoins, photo, il n'a pas les cheveux très propres, on dirait, sur la photo. non, Bon, bref, néanmoins, il a séduit toutes les belles femmes de la cour, comme quoi. et notamment la tsarine.
c'était pas sexuel avec elle, mais il avait une emprise énorme parce qu'il avait un magnétisme, tu vois. Les témoignages disent qu'à plusieurs reprises, il aurait soulagé les douleurs du tsarevitch, qui était hémophile. Hémophilie, si tu veux, chaque fois qu'il tombait, qu'il se donnait un coup, il y avait du sang qui se répandait dans son organisme, où il saignait du nez. En fait, c'était épouvantable. Et donc, ce Raspoutine, la tsarine et même le tsar ont une grande confiance dans lui et il s'est pas mal, comment dirais-je, occupé des affaires de l'État en influençant les décisions du tsar. Il est assassiné en décembre 1916. Par, par des gens qui, Et par des aristocrates qui a été assassiné, parce que les gens intelligents qui raisonnaient se rendaient compte de la mauvaise influence de ce paysan sur la famille impériale. Alors là, on a fait un saut en avant assez important, puisqu'il y avait aussi la révolution de 1905. On va revenir en arrière. Donc, au début du XXe siècle, en 1905, Nicolas II s'est engagé dans une guerre contre le Japon qui a été catastrophique. Il y a eu de nombreux morts et puis donc il a perdu la guerre. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes de la guerre russo-japonaise? Parce que moi, j'aime bien comprendre pourquoi les gens se mettent sur la gueule. Et, Écoute, je te dirais que j'en sais fiche rien. De toute façon, les Russes étaient depuis des siècles. Moi, je suis remontée à Catherine Ier, à Pierre le Grand. Ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre. Il y avait les Suédois, il y avait les pays baltes. Et bon, là, il s'est attaqué au Japon parce qu'il avait quand même une politique expansionniste, puisque le Japon n'était pas très loin de la Russie, côté Est. oui, il me semble que c'est ça, c'est qu'il y a une culture un peu impérialiste en Russie où c'est entre guillemets dans la culture d'essayer de s'approprier des terres supplémentaires, de soumettre des peuples. C'est comme maintenant, tu vois. Ça a beau être le plus grand pays du monde, néanmoins, ils n'ont jamais assez de terres. Ils veulent toujours s'agrandir. Ouais, c'est surprenant. Au détriment des États souverains. Ouais. Là, C'est quelque chose qui est difficile à concevoir dans la mentalité d'un occidental aujourd'hui, mais effectivement, ouais, je pense que c'est l'explication la plus simple, quoi. Est-ce que tu dis c'est difficile à concevoir, mais je pense qu'en France, nos anciens souverains ont eu un peu, si tu remontes à Charlemagne. Ah oui, oui, non, je veux bien le croire, hein, c'est juste que c'est difficile à concevoir pour un Français d'aujourd'hui, du XXIe siècle, de se dire qu'on veut des terres en plus. Voilà, c'est que bon, on se pose la question d'avoir des terres en moins avec la Corse qui voudrait être indépendante voilà, on n'est pas né dans cette dynamique-là, en fait. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Alors, donc, première révolution de 1905. Alors déjà, après cette guerre catastrophique, si tu veux, l'économie de la Russie est en ruine. Il y a une grande agitation parmi les ouvriers et les paysans qui vivent dans des conditions misérables. Il y a à peu près 60% du peuple qui est analphabète. Et à nouveau, une vague de grandes grèves et des étudiants aussi qui s'agitent. Alors, première révolution de 1905. Des manifestants se massent devant le palais d'hiver. Alors là, c'est le peuple qui voulait apporter une pétition au tsar, justement, pour réclamer des meilleures conditions de vie. Le tsar est absent. La garde fait donner le canon, de nombreux morts, et c'est devenu le dimanche sanglant. Et ouais, on est dans la continuité de la tradition précédente, quoi. C'est presque normal. C'est un peuple qui a souvent cherché à se révolter et qui n'y est jamais arrivé. Et ça continue. Ok. Oui, je crois qu'il n'y a même pas consensus. Je suis en train de lire l'article Wikipédia en même temps. Il n'y a même pas consensus sur le nombre de morts. Bien évidemment, le bilan officiel est le plus faible, avec 86 morts. Mais la presse étrangère évalue plutôt entre plusieurs milliers, voire jusqu'à 10 000 morts. Mais voilà, difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Donc en fait, c'est un autre point intéressant, outre le fait d'avoir une sorte de tradition, alors le mot est peut-être mal choisi, mais une habitude de réprimer toute contestation.
Il y a aussi peut-être l'idée de contrôler l'information et de minimiser l'importance de ces faits-là. Je ne sais pas si à l'époque déjà la presse était contrôlée par l'État ou c'était pas encore le cas? Si, 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 ça a déjà été le cas sous Alexandre III, qui avait muselé la presse. Donc, ce dimanche sanglant, on dit que c'est un prélude de la Révolution d'octobre, bien que ça soit quand même en 1905, mais le tsar est quand même affaibli, un peu lassé par les grèves, etc., les réclamations, et plus le résultat catastrophique de la guerre au Japon. Donc, le feu coule sous la braise. Là, c'était donc janvier 1905. Juin 1905, il y a une autre mutinerie, donc tu as sûrement entendu parler, c'est le Potemkin. Je connais le film, mais Ben oui, mais le film, je ne sais pas si tu l'as vu, peut-être pas, malheureusement parce que non. c'est un vieux film, retrace l'histoire de cette mutinerie près d'Odessa. Si tu veux, les marins étaient lassés d'être mal nourris, on leur donnait de la viande avariée, ils avaient froid, ils avaient faim, donc ils se révoltent. Le commandant donne l'ordre au peloton de tirer et le peloton refuse d'agir. Ah OK, donc il voulait vraiment encore une fois, Mutinerie est totale, mutinerie totale. Et donc, dans le film qui était fort bien fait, il y a une scène célèbre où on voit descendre des gens qui venaient aider les marins pour leur apporter à manger. Il y a un grand escalier qui descend jusqu'à la mer. Et là, bien sûr, la garde leur a tiré dessus. mmh, Et dans une scène célèbre, on voit notamment un landau avec un bébé qui dégringole les ouais, escaliers. très, très connu ça. Je connais pas le film, mais je connaissais, cette scène, Scène heu, mythique. Oui, oui. de réputation. Donc voilà, encore une tentative de révolte matée dans le sang. La garde a tiré sur la foule. Est-ce que c'est peut-être une question difficile, je ne sais pas si tu as la réponse, mais on en reparlera pour les révolutions de 1917, mais comment ces événements sont perçus dans l'imaginaire populaire d'aujourd'hui en Russie? Est-ce que, enfin, comment les gens en parlent? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'on leur enseigne une version de l'histoire, altérée? Bien sûr, bien sûr. Tu sais que maintenant, dans les écoles, Poutine a imposé euh, une totale reconversion de l'histoire, où on a minimisé énormément de choses, notamment les crimes de Staline. Et les enfants apprennent l'histoire d'une façon totalement erronée, Donc actuellement, dans les écoles. Et pareillement, les enseignants qui se révoltent, ils sont arrêtés et hop, Sibérie. donc y compris pour ces épisodes de répression, qu'est-ce qu'on va dire que c'était, des agitateurs qui ont eu ce qu'ils méritaient? Oui, oui, c'est ça. Il fallait qu'ils restent tranquillement chez eux. Et il y a actuellement, je te dis, cette même mise sur l'enseignement avec des dénonciations, que ce soit un directeur d'école qui dénonce un enseignant parce qu'il a essayé de rétablir la vérité, des enfants qui dénoncent leurs parents. Tu vois, ça, c'est la Russie actuelle. Il y a un paradoxe que je m'explique pas parce que, bon, Marx, c'est un petit peu un héros, heu, c'est quand même le théoricien du communisme, voilà, donc je pense qu'il a plutôt bonne presse, dans la Russie, en tout cas, de l'époque et probablement d'aujourd'hui, et pourtant c'est quelqu'un qui était, entre guillemets «du côté du peuple», qui était qui Oui, encourage la révolution. si tu veux, ces idées étaient généreuses, mais difficiles à mettre en application. On y reviendra après la révolution de 1917 parce que supprimer la propriété privée, c'était pas une bonne idée. Bien sûr, mais après c'est plus dans la perception en fait, est-ce que c'est toujours un héros aujourd'hui aux yeux des Russes? Et si oui, comment concilier le fait que ce soit un héros avec le fait que ce soit un révolutionnaire en fait, en quelque sorte? Alors que la révolution n'a pas bonne presse chez les élites russes. Oui et non, parce qu'en fait, la révolution de 1917, si tu veux, ça a aboli le tsarisme. Donc, pour les soviétiques, c'était une bonne chose.
tout n'est pas si simple, hein, parce que les gens, on y reviendra après la Révolution, les gens étaient quand même attachés au tsar. Comme en France, les gens étaient attachés à la royauté, même s'ils en souffraient, tu vois. Ouais, c'est plein de paradoxes. Malheureusement, enfin, tout l'intérêt de creuser cette période-là, c'est que c'est pas aussi clair que ça en a l'air. C'est jamais tout blanc ni tout noir, voilà, il y a des nuances. À 1914, donc la Russie s'engage dans la guerre. Ça va être décisif, ça, de ce que j'ai compris, comme facteur déclencheur des révolutions de 1917. Oui, parce que la Russie est mal équipée, mal armée, et finalement le patriotisme s'effrite et il y a de nombreuses désertions. Et le peuple s'agite de plus en plus. On parle de plus de 1000 grèves en 1915. D'accord, oui, dès 1915, ça commence déjà. Parce que moi, j'avais relu rapidement, j'avais vu qu'en 1917, c'était vraiment le moment où ils commençaient à protester contre la guerre, mais dès le début de la guerre, c'était déjà, ça n'avait pas Ouais, bonne presse. ouais. Donc, première date importante, donc le 23 février 1917. Pour l'instant, tout est calme, mais des troubles interviennent. 27 février, on constitue un comité exécutif provisoire avec les chefs de la Douma, donc Kerensky. Donc la Douma, c'était le Parlement en quelque sorte. Ah oui, on n'a pas parlé de la Douma, effectivement, mais c'était, de ce que j'ai compris, un semblant d'assemblée qui avait été constitué après la révolution de 1905. C'est ça, oui, 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 oui. La création de la Douma, qui est une assemblée législative qui doit limiter les pouvoirs du trône. D'accord. Donc il y avait encore un trône. De ce que j'en sais, alors de ce que je sais de la Douma d'aujourd'hui, bon, elle est largement sous la coupe du gouvernement et ne joue pas vraiment son rôle de contre-pouvoir. Est-ce que c'était déjà le cas un siècle auparavant? Pour l'instant, oui, mais après, quand le tsar abdique, elle a quand même plus de pouvoir avec le gouvernement provisoire. D'accord. Alors, justement, ce gouvernement provisoire, tu étais sur le point de nous présenter. Donc, il a été formé avec Kerensky, et j'y reviendrai un peu plus loin parce qu'encore une date importante, le 2 mars 1917, le tsar abdique et il est arrêté avec sa famille. D'abord, il est enfermé dans le palais de Catherine II, autour de Saint-Pétersbourg, et après, il sera exilé à Ekaterinbourg, qui est une ville en Sibérie. Je crois qu'au final, il est assassiné avec toute sa famille dans des Je conditions atroces. préfère exactement la date. Ça a été un massacre parce que toute la famille était massée. Donc, il y avait le père, la mère, les 4 enfants, les petits chiens. Ils ont tous été tués à bout portant. Et leur corps avait été vaguement enterré dans une forêt, la taïga de Sibérie. Et ils ont été récemment exhumés et on leur a rendu des hommages. Je sais que Poutine a quand même un peu des ambitions de ressembler à un tsar, et donc il est revenu un peu sur tout ça. Oui, c'est un peu l'idée de restaurer la grandeur de la Russie telle qu'elle pouvait être incarnée à une époque où. Parce que on n'a pas parlé d'un point. Je suis désolé, hein, ça va dans tous les sens, mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes. À l'époque, la Russie avait une place assez importante sur l'échiquier mondial, il me semble. Pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. La Russie, longtemps, les Russes ont été méprisés. D'ailleurs, il y a un ami qui disait Извините, я русский. Pardon, je suis russe. Parce qu'ils avaient un gros complexe. Parce que il y a eu des périodes où le français était admiré, notamment sous la Grande Catherine. À la cour, on parlait français. Il y avait des architectes français, il y avait des artistes français, des chorégraphes français, tu vois. Et puis, petit à petit, tout ça, ça s'est émietté parce qu'il y a eu comme
tu vois, un peu comme aux États-Unis, un nationalisme exacerbé et la Russie s'est renfermée sur elle-même. Alors oui, j'avais vu un reportage sur, je crois que c'était sur Pierre le Grand. Donc c'est fin du XVIIe, si je dis pas de bêtises. Et j'ai retenu un truc, c'est qu'il avait surpris tout son entourage avec sa volonté de voyager, qui à l'époque était considéré comme très bizarre pour un Russe. Qu'est-ce qu'on irait faire à l'étranger? C'était très suspect. Et les Russes avaient apparemment cette culture, de ce que j'en ai compris, hein, avec toute la modestie dont je suis capable. Ils ne voulaient pas avoir quoi que ce soit à faire avec les étrangers. C'était forcément vu comme quelque chose de suspect. Oui, il est allé jusqu'à Paris. Il a été reçu dans les plus grandes cours, en Allemagne, en Autriche, tout en faisant la guerre au passage. Et puis, c'est pas le sujet, mais lui, il est mort confit dans le vodka. Il est mort à 45 ans par là. Donc du coup, là, on était en Donc, pleine Première Guerre mondiale. voilà, le patriotisme s'effrite, il y a des désertions en masse et à nouveau des grèves. Donc, le 23 février, le 27 février, constitution d'un comité exécutif provisoire. Ensuite, le 2 mars, abdication de Nicolas II, qui est arrêté. C'est la fin du tsarisme. Et donc, formation d'un gouvernement provisoire avec Kerensky. Et on dit que la tradition historique du tsarisme avait vécu. D'accord. Et apparition de Lénine. Alors, tu me Comme ça, demandais dans la question, spontanément. qu'est-ce qu'il faisait en Suisse, etc. Alors oui, j'ai vu qu'il avait été exilé en fait, mais on peut revenir un peu en arrière. On avance doucement et on fait plein de retours en arrière, mais ça va bien comprendre. Qui sait d'où il sort et qu'est-ce qu'il faisait à l'étranger? En fait, il s'appelle Vladimir Ilyich et il est né dans une famille aisée, en Russie, bien sûr, mais il est fasciné par les idées marxistes. Et en novembre 1895, donc il est toujours en Russie, et il soutient les ouvriers en grève. Il est arrêté le 9 décembre 1895, condamné à 3 ans d'exil en Sibérie. Et le 15 mai 1900, il obtient l'autorisation de s'exiler en Suisse. En fait, on ne l'a pas assassiné, mais on voulait s'en débarrasser. D'accord. Donc c'était une des victimes de la répression des mouvements politiques de l'époque. J'imagine qu'il était un petit peu amer. Il avait le seum, si on peut dire. Oui, ça, il était très amer. Et depuis la Suisse, si tu veux, il tisse sa toile. Il avait gardé des contacts en Russie. Il attendait que le moment de revenir et de faire à nouveau un coup d'État. Il revient en Russie le 3 avril 1917 avec la complicité des Allemands. Ok. Et puis, il avait un copain, Trotsky, qui arrive en Russie en 1915. Et donc, si tu veux, ils ont essayé d'accomplir un coup d'État ensemble. Alors, Trotsky, pour lui, la Douma doit prendre le pouvoir et accomplir la révolution. Le gouvernement provisoire proclame la liberté de la presse et création du fameux journal que tu dois connaître, qui s'appelle la Pravda. La Pravda, qui veut dire? Le peuple. Non, la vérité. Non? La Vérité. vérité. Ah, je confonds. Ok, je confonds avec Volkswagen, je pense. Il existe toujours. Oui, mais bon, il est plus tout à fait. Enfin, il est sous la coupe du gouvernement. On ne sait pas où se trouve la vérité là, tu vois. D'après, c'est contrôlé, donc de toute façon, bon. Ouais. Début juillet, il y avait le VOV, L-V-O-V, qui était président du gouvernement provisoire. Il est remplacé par Kerensky. Les bolcheviks ne soutiennent pas la guerre et ils s'adressent au peuple par une maxime célèbre, la paix, le pain, la terre. Alors, excuse-moi, je t'interromps parce que du coup, les bolcheviks qui sont apparus comme ça, il y a plusieurs mouvements politiques et c'est peut-être un peu confus. C'est qui les bolcheviks?
les bolcheviks, c'était comment dirais-je, les représentants du peuple, des ouvriers, des paysans. Il y avait les bolcheviks qui étaient assez durs, et puis les mencheviks qui avaient les mêmes idées, mais qui étaient beaucoup plus souples. Ok, donc c'est deux variantes. Voilà. C'est Mélenchon et le PS, quoi. Je te cite mencheviks parce que tu vas peut-être entendre un jour ce mot, bolcheviks et mencheviks. Mhm. Donc voilà, la paix, le pain et la terre. Donc Lénine décide de prendre le pouvoir par un coup d'État. Le 10 octobre 1917, il crée un comité militaire révolutionnaire avec Trotsky. Donc là, ils vont abattre le gouvernement provisoire, qui était tout à fait incapable, et le coup d'État réussit. Donc c'est la première révolution qui fonctionne, entre guillemets. Et celle-là, elle Enfin, va fonctionner. bon, celle de février avait abouti au renversement du tsar, mais là, bon, c'est vraiment, voilà, c'est l'aboutissement de multiples tentatives. Voilà, donc Lénine, tu le sais, il va prendre le pouvoir et il va y rester. Donc le coup d'État réussit. Le 24 octobre de 1917, il y a des détachements armés qui vont occuper toutes les positions stratégiques, les gares, les ponts, les universités, la poste, le téléphone, tout ça est verrouillé. Et les ministres du gouvernement provisoire sont arrêtés. Ça, c'était. Sauf Kerensky, qui sera exilé et qui sera assassiné un peu plus tard. Les assassinats, c'est un sport national, j'ai l'impression. Mais c'est pas vraiment des assassinats. Ils ont glissé sur une peau de banane, ils ont mangé de la viande avariée. Parce que bon, enfin, aujourd'hui encore, hein, Encore, les Navalny, il a eu un malaise. Navalny, j'ai oublié son nom, Prigozhin. Après Prigogine, c'est autre chose. Hein. Prigogine, c'était le chef Ouais, de la de milice, oui. tenté de s'opposer à Poutine. Il fait une mini-révolution. Et puis ça a échoué. Et puis un jour, il a pris l'avion et paf, l'avion est tombé. C'est pas de chance. C'est un timing toujours un petit peu suspect, mais bon, l'enquête officielle a révélé que voilà. Voilà. Et Navalny, c'était le dernier opposant sérieux de Poutine. Il a été arrêté, enfermé dans un cachot en Sibérie, pas chauffé, pas mangé. Il a eu un malaise. Il est mort. Non. Il n'était pas Il était solide. de constitution fragile. Il était Ouais. fragile un peu, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est des trucs, ça vient pas. Bon, Poutine, en fait, finalement, il n'a fait que restaurer quelque chose, on dirait, qui existait depuis longtemps dans la culture russe, enfin dans l'histoire russe en tout cas. Oui, déjà, Lénine, c'était pas un tendre. Staline, n'en parlons pas. Après, il y a eu. Bon, écoute, on s'égare un peu, mais on en reparlera. Donc, Lénine prend le pouvoir, promulgue le décret de la terre qui supprime toute propriété privée. Interdiction de vendre, d'acheter, d'hypothéquer la terre, les immeubles. Donc, les gens n'ont plus rien. Et ça a été, comment dirais-je, une maladresse parce que quand tu ne travailles pas pour toi, tu n'es pas intéressé, tu vois. Les gens qui travaillaient dans des kolkhozes, dans des sovkhozes, ils savaient qu'ils n'étaient pas propriétaires. Donc, une maxime, ils faisaient semblant d'être travaillés et on faisait semblant de les payer. Un peu ça. Oui, Donc, j'ai entendu ça, ouais. plus de propriété privée. Les grands domaines sont mis en pièces et dans les villes, il y a l'instauration des logements collectifs qui existent encore. Quand on a reçu des Russes il y a quelques années, quand on habitait à Dijon, ils nous ont demandé combien il y a de familles qui habitaient dans notre maison. Tu vois. On ne pouvait pas concevoir, tu vois, comme cette idée a eu la vie dure. Donc les gens étaient massés quelquefois dans les grands palais, les palaces des riches qui
qui avaient fui. Et alors, il y avait les cuisines communes, les toilettes communes, etc. Tu vois, les gens étaient très malheureux. Et puis, souvent, ils n'avaient pas grand-chose à manger. Effectivement, ouais. Alors néanmoins, de ce que j'ai compris, ça s'est pas passé tranquillement. Il y a eu une guerre civile après 1917. Alors oui, il y a eu l'armée blanche qui s'est opposée à l'armée soviétique, mais qui a été battue. Donc l'armée blanche, c'était qui? Les C'était des partisans de. partisans du tsar. D'accord, donc une sorte de monarchiste. Voilà. Le drame, c'est que après l'instauration du parti soviétique, il y a beaucoup de Russes qui ont fui, ce qu'on appelait les Russes blancs, et notamment les intellectuels, les cerveaux. Donc la Russie, qui était déjà en ruine économiquement, eh ben, n'avait plus de techniciens pour arriver à remettre ce pays en état. Ouais, Et les Russes blancs sont partis, il y en avait pas mal à Paris. Malheureusement, ces gens qui étaient des princes, des aristocrates richissimes, se sont trouvés pratiquement dans la misère à Paris ou ailleurs, à être chauffeurs de taxi, laveurs de carreaux, etc. Et s'étaient regroupés en communautés russophones dans des villes étrangères. d'accord. Donc, il y en a Euh, énormément qui ont quitté la Russie. mais du coup, bon, la guerre a quand même quand même duré un certain temps, parce que c'est fini en 1922, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. D'accord. Et donc victoire totale donc des soviétiques. Voilà. Alors, excuse-moi, je repose encore les mêmes questions, mais soviétiques versus bolcheviques, quelle est la différence, les points communs? Alors, les soviets, il y avait le soviet suprême, si tu veux, qui était le pouvoir. Et les soviets, c'était des assemblées qui pouvaient être régionales, tu vois, qui régissaient. Et tout ça, ça s'appelait les bolcheviks. Et on se dirige progressivement vers la formation de l'URSS, la grande, on a bien connu. Alors, quand même, donc je t'ai dit, le 16 juillet 1918, c'est le massacre de la famille impériale à Ekaterinbourg. Oui. Auparavant, le 3 mars 1918, il y a eu la paix de Brest-Litovsk avec les Allemands. La Russie par l'Estonie, la Lettonie et l'Ukraine, déjà. Ah oui, bah tiens, c'est très bien que tu en parles parce qu'on n'a pas parlé de territoire. Et notamment, je pense que c'est critique pour comprendre aussi les ambitions impérialistes, on va dire, de la Russie d'aujourd'hui. C'est que certains des territoires d'Europe de l'Est étaient partie intégrante de la Russie, mais pas tous. Mais Oui, certains. Hein, donc, il y avait l'Estonie, la Lettonie qui en faisaient partie. Ils l'ont perdu à, à la fin de la guerre. d'accord. Et l'Ukraine aussi, tu disais? Et l'Ukraine aussi. Alors, l'Ukraine, ça a toujours été, comment dirais-je, une pierre d'achoppement, parce qu'en fait, la Russie est née en Ukraine. C'était le berceau de la Russie, Kiev. Mais au fil des siècles, ils ont été indépendants, ils ont été repris, ils ont été à nouveau libres. Et puis tu vois ce qu'il en est maintenant. Ok. Et l'Ukraine, si tu veux, les Russes, le pouvoir russe, ils tenaient beaucoup. Parce que moi, quand j'étais au lycée, on me disait que l'Ukraine, c'était le grenier à blé de la Russie. Donc ça approvisionnait quand même les Russes en blé. Oui, c'est un grand territoire quand même, l'Ukraine. Alors pas aussi grand que la Russie, mais c'est quand même un territoire significatif. Oui. Ok. Et donc, alors est-ce qu'on en arrive à la formation de l'URSS du coup? Eh bien, oui. Donc, après la guerre, la situation économique est désastreuse, les récoltes détruites, l'industrie désorganisée, le commerce privé interdit, l'argent liquide. Les gens n'avaient pas le droit d'avoir d'argent. Ils déposaient à la banque d'État. Beaucoup de marchés noirs, augmentation des prix. 2 millions de Russes ont fui.
Et voilà, donc la Russie est devenue l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec la mainmise sur une partie des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et du coup, ben là arrive, si je comprends bien, il y a des petits achoppements. Donc il y a Staline qui prend le pouvoir Alors, après Lénine. Lénine il meurt en 1924. Trotsky n'est pas capable de prendre sa suite. Il est chassé du pouvoir et il est exilé en Sibérie. Chassé du pays, il sera assassiné au Mexique. Lui aussi, il a glissé sur une peau de banane. Lui aussi, évidemment. Au Mexique, ils vont loin quand même. Enfin, mener un assassinat à l'autre bout de la terre. Bon, Tu enfin, je suis sais pas pas. toujours l'actualité, mais Navalny, il a été empoisonné alors qu'il était en dehors de la Russie. Oui, oui, il y a eu des enquêtes. Oui, tout à fait. Mais ils reculent devant rien, quoi. Ils n'ont pas froid aux yeux. Non, non, non. Il y a d'ailleurs la famille de Navalny, sa femme elle est en Allemagne, je crois. Hein. Elle est sous haute surveillance parce qu'elle a dit qu'elle reprendrait le combat de son mari. De toute façon, en plus, enfin, ils en sont à un tel niveau de j'en ai rien à faire que même si tu les chopes en flagrant délit en train de mener une opération illégale sur un territoire étranger, bon, Non, c'est pas. D'ailleurs, Poutine avait bien dit que Navalny, c'était pas lui qui l'avait empoisonné. Il avait même dit si ça avait été nous, on l'aurait pas raté. Bon. effectivement, c'est une grande confiance en leur capacité. Ok. Voilà, le petit père du peuple qui arrive. 1922 d'après Wikipédia. 1924, puisque Lénine est mort en 1924. Donc, Mais je crois qu'il ne gouvernait plus les 2 dernières années. Il était très malade, il me semble, ouais. de ce que j'ai lu. Début des sinistres années staliniennes. Oui, c'était un peu compliqué de ce que j'ai entendu. Après, bon, on va s'arrêter là pour la partie, on va dire, historique, parce que sinon, ça nous emmènerait extrêmement loin. Il y aurait plein de choses à dire sur l'URSS. Oui, sur Euh, Staline aussi, il y a beaucoup à dire. Hein. Alors, oui, simplement, tu t'en souviens peut-être pas, mais sur la place Rouge, il y a encore le mausolée de Lénine, où on le voit, il a été momifié. d'accord. Oui, ça me dit quelque chose. Il y a très longtemps que j'y étais, peut-être 25 ans maintenant, ça ne rajeunit pas. Mais du coup, voilà, dans mes dernières questions, ça portera un petit peu sur, on l'a un peu évoqué rapidement, mais on peut faire une synthèse sur ce qu'il en reste aujourd'hui, comment ces événements sont perçus dans la culture populaire russe. J'ai l'impression que c'est un peuple qui place sa foi dans un pouvoir fort, autoritaire, avec des gros muscles. Oui, alors, tu vois, donc, on peut dire 2 mots de la fin de l'URSS avec l'arrivée de Gorbatchev, hein, qui était plein de bonnes intentions. En fait, il sentait aussi que le régime tenait plus debout. Il y a eu les fameux plans quinquennaux où on te disait de fabriquer 5 millions de chaussures droites, mais il n'y avait pas de chaussures gauches. Enfin, je caricature à peine. Hein. Oui, Donc, l'économie était en danger. Il ne pouvait plus tenir à bout de bras. Dans les pays qui étaient sous la coupe de l'Union soviétique, ça commençait à bouger. Il y a eu donc la chute du mur de Berlin. Et puis, donc, Gorbatchev a laissé faire parce qu'il ne pouvait rien faire, en fait. Et puis, l'effondrement du régime soviétique en ouais. 89. 89, tout à fait. Ok, donc voilà, il y a une espèce de tentative. Alors, de ce que j'ai compris, c'était un petit peu passif du côté du pouvoir. On a laissé s'effondrer l'URSS. Mais après, les gens qui n'étaient pas du tout passifs, c'était les élites de l'époque qui se sont un peu emparés des biens, qui se sont refourgués des propriétés privées, du coup, voilà, qui se sont revendus les trucs entre copains pour s'enrichir. Apparatchiks, Mm. qui se sont gavés comme toujours. Si tu veux, alors, la chute du mur de Berlin, la chute du régime soviétique, ça a soulevé un grand espoir, mais petit à petit, le peuple s'est aperçu que en fait, c'est toujours pareil. Il y avait une poignée de gens qui s'en sont mis plein les poches, proches du gouvernement,
Et puis, nous, pour être allés en Russie, on a vu la misère qui règne dans les campagnes, les infrastructures inexistantes et une certaine nostalgie du régime soviétique où les gens n'avaient pas grand-chose, mais dans l'ensemble, ils avaient tous un travail et ils avaient tous un logement, ce qui n'est plus le cas maintenant. Oui. C'est le pire passage au libéralisme qui a été fait. Il y a ce livre d'un économiste, mais les études d'économie remontent à très loin, qui avait justement montré que ça a été fait un peu en force. Il fallait faire du libéralisme parce que c'était la condition un petit peu pour être reconnu à l'époque, mais ça a été fait tellement à la serpe que en fait, beaucoup de gens y ont perdu. Parce que le libéralisme sans filet de sécurité, c'est pire pour tout le monde, quoi. Surtout quand on voit d'où Oui. il venait, quoi. Tu te souviens peut-être dans les couloirs du métro, les petites vieilles qui vendaient 2 oignons, un petit bouquet de fleurs. Eh bien, tu vois, ça existe toujours, il y a toujours une grande misère, mais les gens maintenant sont, comment te dire, ils sont lobotomisés par le pouvoir. Et il y a beaucoup de Russes qui soutiennent maintenant cette guerre en Ukraine parce qu'on est arrivé à retourner l'histoire une fois de plus. L'Ukraine, c'est l'agresseur et la Russie se défend. Mmh. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Alors, je crois que c'est Stiglitz, Joseph Stiglitz, l'économiste dont je parlais tout à l'heure. Et de mémoire, c'est dans son livre qui s'appelle La Grande Désillusion, où ils expliquent la façon dont la transition russe a été mal gérée, en fait, notamment sous pression du FMI qui a fait un peu n'importe quoi à l'époque. Et donc, ça aboutit au pire des régimes pour tout le monde. Et ce qui explique un petit peu le ressenti des Russes d'aujourd'hui, parce qu'ils sont, au-delà de l'aspect de ce qu'ils pensent de leur économie, leur société en interne, ils ont un ressenti vis-à-vis de l'Occident. Voilà, pour eux, l'Occident, c'est forcément les méchants. Oui, bien sûr. C'est les méchants. L'Occident soutient les homosexuels, soutient les nazis, soutient les terroristes. Tu vois, bon, moi, j'en ai entendu pas mal de la part de mon ami qui me dit l'Europe nous ment, l'Occident ceci, l'Occident cela. C'est incroyable, comme dans un peuple qui a 140 millions d'habitants, qui est sous la férule d'un seul, et c'est Poutine. Ouais. Et qui est en train C'est de refaire l'apologie de Staline, de rayer les déportations, les millions de morts en Sibérie. triste de la part d'un pays qui était le deuxième plus grand pays, la deuxième puissance mondiale, en fait, à une certaine époque. C'est effrayant de la part d'un pays qui a l'arme nucléaire, je trouve. Oui. Et puis, ça nous dit, en fait, on observe un recul. En fait, moi, je me souviens, quand j'étais ado, on va dire, voilà, fin des années 90, années 2000, la démocratie, c'était un progrès constant, en fait. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir de retour en arrière dans la démocratie. C'était acquis, c'était voilà. Et ce pays, comme d'autres dont on aura peut-être l'occasion de parler dans d'autres émissions, nous montre que malheureusement, malgré des progrès énormes qui avaient été faits sous Gorbatchev et Boris Eltsine, on a des retours en arrière fracassants contre lesquels on ne peut rien. Si quelqu'un prend le pouvoir de façon autoritaire comme ça. Après Gorbatchev et Yeltsin, ça a été le chaos. Parce que les gens ne savaient pas vivre libre, en fait, tu vois. L'économie était en mauvais état, ça a été un chaos épouvantable. Donc les gens, Gorbatchev, il n'est pas aimé en Russie, hein. Il n'est pas aimé. D'ailleurs, quand il est mort, Poutine, il a eu 2 mots, puis c'est tout, hein. Ouais, je me souviens, c'était il n'y a pas longtemps, non? Oui, quelques années. Oui. Euh, Donc les gens, on en gardait un souvenir de chaos, de désordre.
Et puis, qu'est-ce que tu veux? C'est toujours pareil, la misère continue. Mais les gens continuent. Il y a encore des manifestations qui sont toujours matées. Je ne sais pas si tu as peut-être regardé au moment de la mort de Navalny. C'est la place, c'est pas la place rouge, c'était un endroit à Moscou où il a été inhumé. C'était noir de monde. Oui. Au cimetière, il y avait des files sur 1 kilomètre. Tu vois, il a été couvert de fleurs. Mais il y a eu des arrestations en masse. Du coup, ça devient extrêmement compliqué de savoir ce que pensent les Russes pour de vrai, parce que vu qu'ils sont contrôlés et qu'ils peuvent se faire arrêter pour un nom, en fait, on ne saura jamais le fond de leur pensée. Parce que moi, je vois des reportages. Ils peuvent pas dire. Moi, j'ai lu de Voilà. nombreux livres. Tu peux penser ce que tu veux, mais tu peux pas dire. Si tu prononces le mot guerre vis-à-vis de l'Ukraine, tu peux aller en prison. Oui, et pas pour des petites peines. Hein, Opération spéciale militaire. Faut pas dire ouais, la tout guerre. à fait. Bah, il y avait une blague qui a été sortie à l'époque où on disait que Tolstoï allait renommer son livre Opération militaire spéciale épée. Oui. Oui. C'est voilà, ça monte l'étendue. Donc du coup, bah oui, moi je vois des reportages sur comment des journalistes qui vont interroger dans des coins plus ou moins reculés de la Russie et qu'est-ce que vous pensez de la guerre, tout ça et tout. Et on sent un discours un peu formaté. Impossible de savoir si c'est des gens qui croient vraiment à la rhétorique du Kremlin ou si c'est des gens qui prennent de la distance mais qui n'en disent pas plus de peur de se faire Moi, arrêter. je garde tous les messages de Natacha et souvent je me pose la question. Est-ce qu'elle m'écrit comme ça parce qu'elle a peur d'être contrôlée ou est-ce que c'est vraiment le fond de sa pensée? Ok, je comprends tout à fait. Bah, écoute, merci Régine. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'y vois un peu plus clair sur l'histoire de la Russie, même si, évidemment, à chaque fois que je tourne un épisode, j'ai 1000 questions de plus. J'aimerais remonter plus loin en arrière, aller plus loin vers Il y l'avant. a plein à lire. Moi, j'ai relu des livres donc sur Pierre le Grand, sur Catherine II, la grande Catherine. Moi, je suis fascinée et cette histoire est passionnante. Et le C'est pays est incroyable. fascinant. C'est incroyable. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un happy end comme dans les bons films, mais Je pense que Poutine n'est pas éternel. Bon. ah ouais, mais bon, vu la façon dont le pouvoir se transmet, je ne sais pas si parce que tu parlais d'un seul homme, mais j'ai l'impression que c'est plus une caste de proches. Mais tu sais, il a la main mise sur le pouvoir. Dès que quelqu'un lui déplaît, il est limogé. Là, il y a le Mm. ministre de, le- De la de défense, ouais. la Défense qui vient d'être limogé Ouais, tout parce à fait. qu'il a déplu. Ben ouais, pour lui Je encore. pense que Poutine, c'est le noyau du pouvoir. Bah, ayons un peu d'espoir, espérons qu'une fois qu'il sera plus là, bah, il y aura un peu plus de démocratie, un tour. Mais bon, j'ai l'impression que l'emprise est quand même profonde et que ça va prendre du temps. Oui, Surtout et puis que, il y a toujours, comment dirais-je, beaucoup de corruption. Hein. Nos amis nous disaient que quand on donne de l'argent à une commune pour faire goudronner les routes, ben, le maire, il se met les sous dans sa poche. Donc, tu vois, ouais. ça ne peut pas avancer. Rappelle-toi, dans l'hiver dernier, il y a eu l'éclatement des conduites de gaz qui a amené le chauffage parce que elles sont mal entretenues. C'était mangé de rouille et ça a fait des geysers dans les rues. On a vu des images et les gens n'avaient plus de chauffage en plein hiver. Et ouais, c'est terrible. Du coup, les infrastructures publiques sont peu fiables et ouais, tout le monde en souffre. Oh, beaucoup de travail. Très Merci, bien. Yannick. Merci C'était beaucoup, Régine. C'est un plaisir partagé. J'en apprends plus chaque fois et puis j'espère qu'on se retrouvera pour parler encore d'autres sujets. Pour... il y a toute l'époque de Staline aussi. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Il y a tellement à dire. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.